Bonjour à toutes et à tous. Je vous emmène aujourd'hui dans l'histoire du chemin de Compostelle. Alors pourquoi raconter l'histoire du chemin de Compostelle? Eh bien, si vous allez partir sur le chemin ou si vous avez déjà parcouru le chemin, je pense qu'il peut être important pour vous d'avoir en tête cette histoire fabuleuse du chemin de Compostelle. Aujourd'hui, donc, cette quatrième vidéo est consacrée à l'histoire du chemin de Compostelle du 15e siècle à nos jours. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Robins Camino, la chaîne, comme vous le savez, consacrée au chemin de Compostelle. Je vous renvoie donc aux précédentes vidéos pour savoir ce qui s'est passé depuis la découverte du tombeau de Saint-Jacques en 840-850, évidemment après Jésus-Christ, Jacques étant un disciple de Jésus. Et puis, nous avions également quitté la cathédrale au moment de sa construction. La construction de la cathédrale a commencé en 1075 pour finir donc en 1211, comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo. En 1372, afin de revitaliser le pèlerinage de Compostelle, eh bien, on crée l'année jacquaire. C'est-à-dire que l'année où la fête du 25 juillet, la fête de Saint-Jacques tombe un dimanche, et bien cette année-là, les indulgences sont plénières. Ça veut dire que pour tous les pèlerins qui franchissent la porte du pardon à Compostelle, à la cathédrale, cette porte s'ouvre juste l'année jacquaire, et bien les péchés sont pardonnés. Voilà, il y a une rémission totale des péchés quand les pèlerins arrivent dans la cathédrale, ils passent cette porte lors de l'année jacquaire. Pour l'anecdote, eh bien en 2021, 2022, l'année jacquaire était en 2021, mais à cause du Covid, le pape et les autorités ecclésiastiques ont décidé de reporter d'un an. Donc il y a eu 2 années jacquaires en fait, en 2021-2022. Et votre serviteur a franchi les 2 fois la porte du pardon ces 2 années-là. C'est dire que c'est dire que mes péchés sont pardonnés et que je peux faire des vidéos tranquilles. Et évidemment, donc toujours au XIVe siècle, eh bien les pèlerins affluent par dizaines de milliers, et notamment les pèlerins du nord de l'Europe, Scandinavie et Angleterre. Et une chronique relate que à La Corogne, eh bien, il y avait 86 bateaux qui attendaient les pèlerins, dont 35 qui étaient anglais. Eh bien, cela dénote une forte fréquentation du pèlerinage de Compostelle, donc en 1350. Comment sait-on tout ça? Eh bien, comme je vous le disais, il y a des chroniques donc, qui font état de la fréquentation, de la haute fréquentation. Et également, eh bien, il y a des récits. 15 récits sont connus, dont 5 en français, sur 1000 ans. C'est dire qu'il y a peu de récits de pèlerins. On peut citer donc dans les 15 récits rédigé sur Milan, eh bien, celui de Nicolas Albani, donc, qui a établi un récit illustré du chemin de Compostelle en partant de Paris par la voie de Tours jusqu'à Compostelle. Jean de Tournai, en 1489, a parcouru le pèlerinage de Jérusalem, de Rome et de Saint-Jacques. Et il mentionne qu'il faut un sauf-conduit pour avoir droit à l'hospitalité et à la protection des autorités civiles et ecclésiastiques à cette époque. Et quand l'imprimerie apparaît, eh bien, on voit dès 1495 le premier guide de Compostelle imprimé. Les premiers guides indiquent les distances et les villes sur le trajet pour aller à Compostelle le plus directement possible. Il y a dans ces récits évidemment l'image de l'époque, et notamment eh bien, dans le récit de Chanoine en 1450, il raconte que des voleurs qui avaient attaqué des pèlerins eh bien, avaient été écartelés sur les lieux mêmes de leur forfait. Et également, nous avons Guillaume Magnier, donc en 1726, qui, arrivant dans les villages, découvre à l'entrée du village quelques pendus pour différents motifs, notamment vol de charrettes, par exemple, comme il le relate dans son récit en juillet 1726. Malgré les guerres et parfois les épidémies, eh bien, le pèlerinage continue d'attirer les pèlerins à travers toute l'Europe et la France. La vie du pèlerin est bien connue, donc
par ses ornements et ses attributs comme le bourdon, la calebasse, la panetière, c'est-à-dire la petite musette, et le chapeau et la coquille. Sous Louis XIV veut mettre fin au désordre car il y a beaucoup de mendiants sur ces chemins. Et bien, Louis XIV met de l'ordre et donc pour partir sur les chemins de Compostelle, le départ est réglementé sous peine de galère. Donc ça rigole pas, hein. Donc il faut une autorisation donc, du prêtre, de l'évêque et puis du chef de la milice pour partir. Et puis il faut renouveler ce sauf-conduit au fur et à mesure en allant voir donc, les autorités ecclésiastiques, je dirais aux étapes majeures où il y a un évêché pour pouvoir prolonger ce sauf-conduit jusqu'à Compostelle. Et à Compostelle, eh bien, cette Compostelle-là donc, va servir pour le retour à la maison. Et comme je le disais, donc, malgré les guerres, malgré les épidémies, les pèlerins affluent vers Compostelle. Et c'est donc au XVIIIe siècle qu'est créée la chanson Jacquère, la chanson Jacquère de la voix de Tours. Avec les autorisations et les sauf-conduits, eh bien, il y a après la Compostella, à la moitié du XIXe siècle, la science entrant dans l'époque, eh bien, l'évêché se mit en tête de rechercher les reliques pour les faire examiner par la science et les faire authentifier. Oui, mais voilà, mais où sont les reliques? Alors on cherche dans les archives et puis finalement on découvre qu'en 1585, pour échapper aux Anglais, à Sir Francis Drake qui traîne dans les parages pour attaquer Compostelle, eh bien on cherche dans les archives, on casse quelques murs et puis on trouve finalement quand même 3 squelettes et dont on fait l'authentification. Et cette authentification a lieu par une bulle du pape en 1884, le pape Louis XIII comme le roi. Et donc depuis ce temps-là, donc on a 1884, eh bien les reliques sont à la vue du public, contrairement précédemment où c'était perdu. Aussi donc ce qui est important, eh bien dans la cathédrale, comme j'avais dit l'autre jour, il y a donc ces reliques du saint et de ses disciples, et également il y a le fameux codex Calixtinus du nom du pape Calixte II. Et en fait, ce fameux manuscrit de l'époque médiévale, en 1160, est détenu donc dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle depuis l'époque où il a été remis à l'évêché par Picot. Et donc la première traduction de ce codex a lieu en 1882. C'est important puisque vous allez voir la suite. Qu'est-ce qu'entraîne ces traductions du codex? Depuis le début du 19e siècle, eh bien, le faste du pèlerinage a disparu, et notamment avec les guerres napoléoniennes. On compte entre 1825 et 1885 100 pèlerins par an qui arrivent à Compostelle. Après les guerres civiles espagnoles et les guerres mondiales du début du XXe siècle, Jeanne Vieillard va traduire en 1935 le livre 5 du Codex Calixtinus et le traduire en français donc en 1935. Et Jeanne Vieillard appartient au cercle des personnes qui vont relancer dans l'après-guerre l'intérêt pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, notamment par conférences et des expositions. Un conseil scientifique d'historiens, de passionnés, d'archivistes se crée à Paris dans les années 1950. Et ce conseil scientifique va relancer le chemin de Compostelle en France, notamment par des expositions et des publications. Ce conseil scientifique va recréer la voie de Tours, il va recréer la voie de Saint-Gilles pour également créer de toutes pièces la voie du Puy et la voie du Vézelay. Une exposition sur Compostelle a lieu en 1965 à Paris, année Jacquère, année jubilaire. Le Conseil de l'Europe classe en 1987 les chemins de Compostelle premier itinéraire culturel européen. On l'a déjà parlé en première partie de ces vidéos, dans la première vidéo que j'ai mis en lien dans la description. Grâce au pèlerinage, un patrimoine riche s'est constitué, donc un patrimoine matériel comme les lieux de culte, les hôpitaux, les lieux d'hébergement, les ponts, ainsi qu'un patrimoine immatériel pour les mythes, les légendes qu'on a vues également, et les chansons qui sont présents tout au long des itinéraires de Saint-Jacques et qui peuvent être appréciés par les voyageurs de nos jours. Comme il existe un nombre infini de voies sur ce chemin, il est fréquent de commencer le voyage littéralement depuis sa porte. La plupart des gens voyagent à pied, certains à vélo et d'autres encore à cheval ou à dos d'âne, à l'instar des pèlerins médiévaux. Cet ancien chemin est à l'origine d'une expérience humaine intense, par le sentiment de fraternité entre les voyageurs
et l'importante connexion avec le territoire qu'il favorise. Évidemment, on voyage à travers la France, l'Espagne profonde et même dans les pays adjacents d'Europe. Donc j'aime bien le rappeler, il y a 60 000 kilomètres de chemin balisé à travers 24 pays. Et si au départ ce Conseil de l'Europe destinait à ce classement les chemins de Compostelle comme un itinéraire culturel, il est plus qu'européen puisque maintenant c'est un itinéraire, je dirais, mondial puisqu'on les trouve le monde entier qui chemine sur ces chemins de Compostelle. Donc voilà pour cette partie historique. Nous verrons dans une prochaine vidéo eh bien, qui dans le monde entier vient marcher sur les chemins de Compostelle. J'espère que cette vidéo sur Compostelle, sur l'histoire du Compostelle, vous aura plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour mieux référencer la vidéo. Puis abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo sur l'histoire du chemin de Compostelle, qui sera donc une histoire contemporaine sur les fréquentations du chemin actuellement et sur les statistiques et sur l'avenir des chemins de Saint-Jacques. À bientôt!